Donc le couple de l'acide urique, on a ici la formule brute sans le détail des groupes caractéristiques, sans pouvoir identifier l'hydrogène labile, celui qui est susceptible d'être libéré. Donc, si c'est une forme acide, eh bien, elle libère un ion H+, et il reste C5, H3, N4O3, évidemment, avec le signe moins. Ceci est un solide, c'est ça qui pose problème, et ceci est aqueux. Voilà le couple de l'acide urique. Donc là, il y a manifestement beaucoup plus d'ions hydrogénocarbonate que du reste, même si en toute rigueur on devait avoir les quantités de matière, donc les masses molaires, masse divisée par masse molaire, quantité de matière, etc. Bon, là, il y a vraiment un gros excès, c'est d'ions hydrogénocarbonate. Voilà. Les ions excédentaires, ce sont les ions HCO3-, aqueux, naturellement. Alors, quel couple? Eh bien, ces ions-là ont un caractère amphotère. Ils peuvent soit recevoir H+, soit libérer H+. Alors, s'ils libèrent H+, à ce moment-là, ils se comportent en acide et il reste CO3 de moins et les ions carbonate. Et s'ils reçoivent H+, alors à ce moment-là, s'ils reçoivent H+, ils se comportent en base et deviennent CO2 H2O. Convention d'écriture qui fait apparaître les molécules de dioxyde de carbone. Si on faisait l'inventaire simplement des atomes pour écrire la formule de la molécule, on écrirait H2CO3. On le trouve parfois désigné comme ça sous le nom d'acide carbonique. Donc la convention maintenant, c'est que on écrit CO2 H2O. Donc H2O évidemment liquide, CO2 gazeux et lui aqueux. Voilà les deux couples, c'est un ampholyte, donc pouvant présenter les deux caractères acide ou base selon le contexte. Alors, de quelle façon cette eau de Vichy peut aider à la dissolution d'un calcul d'acide urique? Eh bien, si le problème, donc ça c'est le 3, si le problème c'est que la forme acide est solide, donc il faut une réaction avec la forme acide. Donc pour avoir une réaction avec la forme acide, il faut une espèce qui a un caractère basique. Donc il faut que ce soit ce couple-là qui intervienne, donc dans lequel les ions hydrogénocarbonate ont un caractère basique. Donc avec HCO3-, donc il y a une réaction acido-basique. Donc au cours de cette réaction acido-basique, les ions hydrogénocarbonate se transforment en leur forme acide et l'acide urique, elle, se transforme en sa forme basique qui, elle, est soluble et donc qui ne pose pas de problème dans l'urine. Alors écrire l'équation. Donc les deux demi-équations vont être, puisque HCO3- doit se comporter en base, donc les ions reçoivent H+ et donnent CO2 H2O, et l'acide urique se comporte
en acide, donc CH4, N4O3, donc libère H+, et c'est H+, qui vont être récupérés par les ions hydrogénocarbonate. Donc plus C5, H3, N4, O3 moins. Donc l'équation bilan globale sera C5, H4, N4O3 plus HCO3 moins. On fait la somme membre à membre, puisque là les deux demi-équations, on les a écrites dans le sens où elles se produisent réellement. Donc la somme membre à membre, acide urique, les ions hydrogénocarbonate, et H+, évidemment, on ne le fait pas figurer, puisqu'il apparaît à gauche et à droite, donc ça simplifie. Donc, donne CO2, H2O, plus C5, H3, N4, O3, moins, avec ceci solide, ceci aqueux, donc gaz liquide, et ceci aqueux. Pour la partie 2, une description cette fois-ci quantitative de cette question-là. Alors, on fait un prélèvement d'urine et on fait une mesure, cette fois-ci, de la quantité d'acide urique ou d'ion urate. Alors, déterminer l'espèce acide urique ion urate qui est prédominante dans les urines. Bien, on vous dit que lorsque le pH est voisin de 7, alors dans ce cas c'est sous la forme de base conjuguée. Ce serait un problème avec un pH voisin de 5 qui aurait donc la forme acide. Donc si c'est voisin de 7, alors du coup c'est la forme basique. Et ici on nous dit que c'est 6,8, donc on va considérer que les 6,8 c'est proche de 7, et donc le pH étant égal à 6,8, donc c'est proche de 7. C'est la base qui prédomine, donc évidemment les ions urates. Donc les ions C5, H3, N4, O3. Alors, on fait un prélèvement, on fait réagir avec de l'acide chlorhydrique, identifier les couples acide-base mis en jeu lors de la réaction. Le couple de l'acide chlorhydrique, eh bien, ce sera H3+, évidemment, les ions chlorure n'interviennent plus, là, ils sont déjà en solution aqueuse. Donc, c'est H3+ qui libère H+, la forme conjuguée et H2O, liquide. Et pour les ions urates, eh bien, c'est C5, H3, N4, O3- et C5, H4, N4, O3. Donc ici, solide, ici, aqueux. Les demi-équations, eh bien, pour celle-là, ce sera la demi-équation dans laquelle H3O+ libère H+, donc
donne H plus H2O. Et dans celle-là, eh bien, c'est dans le sens où, puisque c'est la réaction avec les ions urates, eh bien, c'est dans le sens les ions urates reçoivent H+, et donnent l'acide urique. Donc, C5H3N4O3- plus H+, donne C5H4N4O3. Alors, l'équation totale, ben, on fait la somme membre à membre de ces deux demi-équations. Elles sont écrites dans le sens où elles se produisent vraiment. Une où H+ est libéré, une où H+ est reçu. Donc, équation totale, C5H3N4, c'est pas H3, c'est H4 ici. Non, c'est bon. O3 moins plus H3O plus donne C5H4N4O3 plus H2O, et comme H+ figure dans les deux membres, eh bien, on simplifie par H+, évidemment, il n'apparaît pas dans l'équation bilan. Ici, c'est aqueux, solide et liquide. Tableau d'avancement pour déterminer l'avancement final. Alors, le tableau d'avancement. Dans le tableau d'avancement, on doit faire apparaître les quantités de matière à différentes étapes. Première étape, c'est l'état initial où qu'on écrit de façon fictive, pour lequel rien n'a encore commencé, aucune réaction n'a encore commencé. Donc on a les quantités de matière qui figurent dans le milieu, que l'expérimentateur a apporté, ou qui figurent déjà dans le milieu, avant que la réaction ait commencé. Donc à cette étape-là, ce qu'on a appelé l'avancement X est nul. Quelle est la quantité de matière d'ion urate? Eh bien, justement, le but là, ça va être de la déterminer. Donc, elle est, cette quantité de matière, eh bien, elle est inconnue, hein, c'est un N mystérieux. Quelle est la quantité de matière d'ion H3O+? Alors, on a mis ce qui était nécessaire pour que la totalité soit consommée à la fin, et donc on est les deux réactifs entièrement consommés. Donc ce que l'on a mis comme quantité de matière d'ion H3O+, c'est 10,2 ml à cette concentration-là, et donc la quantité initiale, c'est un NA égale CaVA, donc égale 2,00 fois 10 puissance moins 2 fois 10,2 10 puissance moins 3 et ça, eh bien, ça donne 2,04 10 puissance moins 4. Voilà la quantité initiale d'acide chlorhydrique d'ion oxonium qu'on a introduit dans le milieu. Donc toutes les quantités qui seront notées dans le tableau sont exprimées en mol. Ici pour l'instant 0, et puis l'eau évidemment étant le solvant en quantité très grande, majoritaire, et en tout cas sans variation significative. En cours,
de transformation, on a un x quelconque. Ici, la quantité va être n moins x. Ici, 2,04 10 moins 4 moins x. Ici, x. Et ici, toujours le solvant. À l'état final, lorsque la réaction est terminée, eh bien, on a un x maximum, ici n moins x maximum, 2,04 10 moins 4 moins x maximum, et peu importe. Et ce qui est la caractéristique de l'état final et du volume qu'on a versé, puisqu'on a versé le volume minimum nécessaire suffisant pour que toute la quantité de matière soit consommée, et bien ici c'est égal 0 et ici c'est égal 0, les deux sont entièrement consommés à l'état final. Et ça nous permet d'identifier xm. On peut donc écrire que xm moins 2,04 10 moins 4 égale 0, donc xm égale 2,04 10 moins 4 mol. Et donc ça nous permet d'identifier aussi la quantité de matière initiale d'ion urate, qui est donc xm, et qui est donc égale à 2,04 10 moins 4 mol. Donc le résultat de cet outil qui est le tableau d'avancement, c'est que la quantité de matière d'ion urate, et donc après d'acide urique, qu'on trouve dans ces 50 ml, dans ce prélèvement de 50 ml, c'est donc 2,04 10 puissance moins 4 mol. Alors, ça, c'est le résultat de l'analyse de ces 50 ml, mais si on doit donner la totalité, la quantité de matière dans la totalité des urines, c'était 1,50 litres. Donc le N total, donc ça c'était dans 50 millilitres, donc le N total, c'est-à-dire dans les 1,5 litres, eh bien c'est 30 fois plus, donc on multiplie ça par 30 et donc on obtient 6,12 10 puissance moins 3 mol. Alors, cette quantité est exactement la même que ce qui est susceptible de se retrouver sous forme d'acide urique s'il y a un problème d'acidité, de pH. Et donc, toute cette quantité de matière peut se retrouver sous forme d'acide urique. Alors, quelle masse, à quelle masse ça correspondra, ça peut correspondre? Eh bien, la masse donc totale d'acide urique, donc eh bien c'est cette quantité de matière là multipliée par la masse molaire de l'acide urique. Et donc la masse molaire d'acide urique, on a la formule brute dans la première partie. Donc le carbone 12 grammes par mol, l'hydrogène 1, l'azote 14, l'oxygène 16. J'ai trouvé 168,0 grammes par mol. Donc 6,12 10 puissance moins 3. Et donc on obtient 1,03 à 3 chiffres significatifs. On obtient 1,03 g, donc 1 gramme.
Alors maintenant, l'incertitude type, il y a donc une dimension importante dans les problèmes qu'on rencontre, c'est l'incertitude qui pèse sur le résultat. C'est de quelle façon les erreurs liées aux conditions de mesure, liées aux instruments, liées aux conditions expérimentales d'une manière générale, de quelle façon ces erreurs pèsent ensuite, sont répercutées sur le résultat. Et donc, il y a des expressions qui permettent de l'anticiper, de le calculer. Ces expressions vous seront toujours données. Voilà une expression qui permet d'obtenir l'incertitude relative. Donc, l'incertitude relative, c'est ce que représente l'incertitude en proportion de la grandeur sur laquelle elle pèse. Et donc, c'est une sorte de moyenne quadratique. Alors, si c'est l'incertitude relative, donc, qui nous intéresse, et non pas le carré, donc l'incertitude sur la masse divisée par la masse d'acide urique, donc là c'est masse d'acide urique et masse d'acide urique, c'est donc racine de tout ceci, alors là on est au petit f, au 5 petit f. Donc c'est racine de, alors on a deux contributions, et vous voyez, à l'intérieur de ces carrés, de ces parenthèses là, il y a incertitude sur le volume, donc c'est le volume, le VA d'acide chlorhydrique qui a été nécessaire, donc incertitude sur le volume divisé par le volume, et donc là aussi c'est l'incertitude relative qui pèse sur ces 10,2 ml. Et là c'est pareil, l'incertitude sur la concentration divisé par la concentration, c'est donc l'incertitude relative, donc le pourcentage ou la fraction d'incertitude, ce que représente l'incertitude par rapport à la grandeur sur laquelle elle pèse. Donc là c'est avec la concentration. Et ces incertitudes-là, c'est lié à la subdivision la plus petite, c'est lié aux gradations de la règle, c'est lié à l'incertitude d'une balance, et ainsi de suite. Et donc là, ça vous est donné dans l'énoncé. Pour le volume, on vous dit que c'est 0,1, donc 0,1 divisé par 10,2. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de convertir ça en litres? Eh bien, étant donné que ce sont des incertitudes relatives, donc une grandeur qui est un volume divisé par une grandeur qui est un volume, la conversion se retrouverait de façon exactement identique en haut et en bas, numérateur, dénominateur. Donc là, du moment qu'on a bien la même unité, on n'a pas besoin de ramener aux unités légales, on peut le laisser en millilitres. Et ici, on vous donne 0,02, 0,02, 10 puissance moins 2, sur 2,00, donc sur le volume, sur la concentration, 10 puissance moins 2, et vous voyez, les 10 puissance moins 2 là sont tout à fait superflus, puisqu'ils se retrouvent au numérateur et au dénominateur de façon égale. Et ceci donne, alors, étant donné qu'on s'attend à avoir une incertitude relative, donc une incertitude divisée par la grandeur sur laquelle elle pèse, eh bien on a quelque chose qui a, donc qui est un nombre sans dimension, à l'intérieur là c'est sans dimension, on a donc quelque chose qui a la signification d'un pourcentage d'erreur, une fraction. Donc par exemple, si on trouvait 0,3, eh bien ça voudrait dire quelque chose comme 30%. Si on trouve 0,05, eh bien c'est l'équivalent de 5%, 5 centièmes, 3 dixièmes. Et donc là, on trouve 0,014, et donc ça correspond à une incertitude relative de 1,4%. Alors,
l'usage, on va le garder comme ça pour le calcul ultérieur. L'usage après, si la question s'arrête là, c'est d'arrondir ici à l'unité et en plus d'arrondir par excès. Donc là, si la question s'arrêtait là, on devrait dire 2%. Donc, voilà l'incertitude relative 0,014. Donc, maintenant, en déduire l'incertitude. Alors, l'incertitude. Donc, l'incertitude, UM, du coup, c'est ceci multiplié par M. Donc, dans cette relation-là, non, là, il faut faire racine. Dans cette relation-là, on multiplie par M. Donc, c'est ce qu'on a obtenu là, l'incertitude relative, multiplié par M. Donc, 0,014 multiplié par la masse, donc la fameuse masse 1,03 grammes. Et donc, cela donne quelque chose comme 14 mg, un peu plus de 14 mg, et donc 0,01 g. Donc, ça veut dire que quand on écrit le résultat, quand on dit que la masse, donc ça c'est l'incertitude relative, l'incertitude type sur la masse d'acide urique. Donc quand on écrit le résultat, on doit en tenir compte, le faire apparaître dans le résultat en écrivant. Donc la masse d'acide urique, eh bien c'est 1,03 plus ou moins 0,01 g, donc compris entre ça moins ça et ça plus ça. Voilà pour la masse d'acide urique. Alors, est-ce que c'est dans la norme? Est-ce que c'est dans l'intervalle? Bon, évidemment, on est à plus de 1000 mg, donc non, là, on n'est pas dans la norme. Donc, il y a plutôt un excès d'acide urique. Alors, que risque le patient si son alimentation favorise une diminution du pH? Il n'y a pas 1, etc. g d'acide urique, ce sont les ions urates, en fait, qui sont présents. Mais, si jamais le pH diminue, alors les ions urates se transformeraient en acide urique, et là, on aurait donc apparition d'acide urique, c'est-à-dire de cristaux, puisque c'est solide, des cristaux, donc des cristaux dans les urines, des petits morceaux solides dans les urines, évidemment. Ce serait douloureux. Donc, il y aurait un risque d'apparition de cristaux solides.